Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre à Canal Algérie. Question d'actu revient ce soir sur les élections législatives. L'occasion pour nous, dans ce débat, de commenter et d'analyser les résultats. Alors, le taux global de participation, l'abstention, les sièges obtenus par les différents partis, qu'est-ce qui a changé depuis 2012, quelles seront les retombées sur la nouvelle législature, avec en toile de fond bien évidemment la nouvelle constitution qui rééquilibre plus ou moins le rapport entre le pouvoir et l'opposition, des questions et bien d'autres que nous allons aborder ce soir. C'est notre débat et nous avons le plaisir de recevoir Dr Mohamed Taibi, sociologue et ancien parlementaire. Merci d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. Bonsoir. Également avec nous, M. Abouhab Djakoun, vous êtes directeur de publication du quotidien national La Nouvelle République. Merci d'être avec nous ce soir. Et merci pour l'invitation. Et à vos côtés, Dr Abdelhak Mekki, enseignant et politologue. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Alors je commence avec une question d'ordre général. Quelle première lecture peut-on faire de ces résultats? On va faire un tour de table. Je commencerai avec vous, Merci Dr Taibi. Vous savez, toutes les élections sont l'expression d'abord d'une volonté de le faire ou de développer le lien social, le lien politique, et aussi rééquilibrer peut-être ce qu'on appelle dans le jargon de changer l'offre politique pour une société qui veut avancer, qui veut changer certains domaines de sa vie communautaire. Dans ces conditions, les élections un peu sont l'expression d'un acte de communauté nationale. Au-delà de tout ça, il y a certainement la compétition, il y a aussi je dirais, les affrontements idéologiques, il y a aussi des thèmes, des débats qui sortent, et ça enrichit d'une manière ou d'une autre, au-delà des différences, ou parfois des insuffisances. Ça renforce la culture de l'espace public. Donc les gens s'impliquent à travers ces élections dans ce qu'on peut appeler une citoyenneté qui se forme par une pédagogie électorale. Ça, c'est pour l'introduction. Maintenant, deuxième lecture, sur le plan structurel, comme vous l'avez dit, c'est l'élargissement du champ partisan et aussi une certaine recomposition des rapports de force avec des avancées de certains partis et même le succès parfois de certains partis et le recul d'autres partis. Troisième élément que je peux avancer aussi, c'est que globalement, les grands équilibres ont été préservés avec des changements que j'ai évoqués. Donc de ce point de vue, de mon point de vue aussi, il me semble que ce qui va se poser à la nouvelle Assemblée nationale, c'est d'abord traduire par la pratique parlementaire cette diversité et cet élargissement, et en même temps, et peut-être on reviendra sur la question, et le plus important, c'est de mettre en harmonie les institutions que la nouvelle Constitution a proposées aux Algériens. Et c'est un travail qui est très 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 dur, qui demande une méthode de consensus, d'analyse et de compétences. Et c'est pour cette raison, de mon point de vue, qu'au-delà de ce qu'on peut dire sur les pratiques électorales, je pense que le pays a renforcé ses institutions et que peut-être à partir de là, qu'on préserve la grande stabilité nationale. Parce que les élections aussi servent à tout dans ce domaine-là. Je vous pose la même question à Abouhab Djakoun. Quelle analyse faites-vous de manière globale de ces élections? De mon point de vue, il n'y a pas eu recomposition du champ politique, il n'y a pas eu recomposition de la composante de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la nouvelle Assemblée nationale, même si le FLN a perdu une cinquantaine de sièges, et l'RND s'est vu doubler son nombre de sièges à la PN. Mais globalement, les deux, vu leur alliance, ils constituent toujours la majorité. Donc le même schéma. Et l'alliance, cette alliance, le rapport de force, mais le schéma partisan, cette alliance va s'élargir à d'autres partis comme le MPA et comme TEJ. Probablement, le FLN s'est vu perdre ses sièges du fait des dissensions internes au moment de la constitution
des listes qui n'a pas eu l'aval de tout le monde et notamment de la base. Secondo, il est impensable qu'en 2017, on continue à mobiliser sur le terrain de l'histoire, alors que les préoccupations sont autres. C'est l'histoire, ça il faut le dire. Sont autres. Donc, les gens ne sont pas réceptifs à ce type de discours. Et probablement, je dis aussi, quand il y a une abstention de cette envergure, elle travaille toujours les partis politiques qui ont un électorat stable. Là, ça c'est pour les... Voilà. De manière globale, on va rentrer dans les détails. Monsieur Mki, un avis, une opinion de manière globale. Écoutez, pour moi, disons les élections législatives, c'est d'abord désigner des représentants. Donc, c'est confirmer la démocratie représentative. Mais cette représentativité suppose qu'il y ait contrôle, puisque la représentativité, c'est celle du peuple. Donc elle suppose le contrôle... Monsieur Mki, permettez-moi de vous interrompre, c'est l'heure de la prière, l'appel à la prière, réponse à la Taïcha, on reviendra juste après. Très bien. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Alors, même question pour vous, Monsieur Mki. Quelle première lecture vous faites de ces élections? Comme j'avais commencé de dire, en fait, il s'agissait de désigner une assemblée qui représente le peuple. Donc il s'agit de la représentativité du peuple. Ceci étant dit, je ne crois pas que parce que nous élisons un parlement que nous allons parfaire les institutions. Cela suppose que lorsque nous avons un parlement, c'est que les institutions de l'État sont toutes fondées et installées paisiblement et pour longtemps.
étant donné que je retourne à ce que dit la théorie, c'est-à-dire en revenant à Montesquieu sur la séparation du pouvoir, c'est que en fait le Parlement est celui qui doit contrôler l'exécutif et que par conséquent il est aussi indépendant que l'exécutif dans son action comme le judiciaire ou le juridique. Mais finalement la question de la représentativité semble en tous les cas comme première réflexion être remise en cause. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit, pas simplement en Algérie, mais en tous les cas, si on prend les 30 dernières années au moment des élections législatives, il y a eu de plus en plus d'abstention en augmentation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et c'est la réflexion que ça m'inspire, qu'aujourd'hui, en tous les cas, cet exercice ne semble pas avoir la concordance du peuple, dans la mesure où il y a une forte abstention. Forte abstention. D'accord. Et dans la mesure où, s'il n'est nouveau que depuis les années 2000, il y a un vote nul. Donc, quelle réflexion on peut avoir, c'est que, en fait, si l'on veut, de ce point de vue-là, cette assemblée me paraît tout à fait illégitime dans la mesure où il y a une forte abstention de 62% et si on ajoute les bulletins nuls, on est à 72%. Sauf qu'elle est légale. Non, la légalité, entendons-nous bien, la légalité, elle doit avoir une expression d'abord politique. C'est-à-dire que si on veut avoir une assemblée représentative qui contribue au renforcement des structures de l'État et de la société et qui œuvre pour le bien-être du peuple en tant que représentant, c'est-à-dire qui va défendre les intérêts du peuple, il est clair qu'on doit avoir une participation massive du peuple au moment des élections. Or, il se trouve qu'on a une fracture, et cette fracture, elle paraît nette. La preuve, c'est qu'on on a voulu faire de cette élection un enjeu politique. Pardonnez-moi, comment expliquer une mobilisation importante des partis politiques et aussi des indépendants qui ont réalisé un score important, et parallèlement à ça, il y a un désintérêt presque total de la chose politique de la part des citoyens. Nous l'avons discuté la dernière fois. En fait, pour moi, ce qui vient de se passer est une sanction à l'égard de toute la classe politique réunie. C'est-à-dire, c'est un démenti à la politique du gouvernement, clair et net. C'est un démenti de l'action parlementaire qui vient de s'écouler, clair et net. C'est un démenti des partis politiques par la pauvreté des discours, clair et net. C'est-à-dire que nous avons besoin d'une refondation complète de l'action politique dans ce pays. Mais une refondation qui tient compte des intérêts de la jeunesse, d'abord, d'accord, et qui tient compte des grands problèmes socio-économiques que rencontre le peuple algérien. Et donc, s'il ne voit pas que ces institutions n'œuvrent pas pour un meilleur pour lui, il est clair qu'on va continuer dans cette là. Alors pour moi, c'est-à-dire l'autorité aujourd'hui serait d'annuler ces élections et de les recommencer parce qu'en fait, elles n'ont aucune légitimité. Mais qu'est-ce qui garantit une adhésion populaire, comme vous le dites? Le peuple a besoin de sentir qu'il est proche du pouvoir. C'est-à-dire, le peuple algérien a besoin de se sentir que c'est lui qui détient le pouvoir. Pour le moment, il n'a pas ce sentiment. Par les abstentions, il n'a pas ces sentiments. Par les bulletins nuls, il a voulu même exprimer une volonté claire de défier l'autorité politique entière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vote nul est supérieur à celui du premier parti. Donc c'est le premier parti réel du pays. Il va falloir remédier à cela rapidement, maintenant. Moi, je pense qu'il devrait y avoir une démission du gouvernement, une annulation de l'élection législative et de recommencer cela de façon à obliger les partis politiques et toutes les institutions à développer un discours qui tient compte de la bonne gouvernance. Parallèlement à ça, ne pensez-vous pas quelque part qu'un fort taux de participation aurait pu inverser la vapeur? Ah, bien sûr. Vous savez, les élections,
c'est un moment de négociation sociale où les Algériens expriment leur... Tout à l'heure, M. Diakoun mettait le doigt sur un point important, c'est-à-dire qu'un fort taux d'abstention est bénéfique pour les partis qui ont un électorat stable. Ça, c'est le plan, je sais pas, technique des élections, mais c'est le plan politique, il faut parler. 38% ou 37% de participation. Maintenant, dans les challenges des élections dans le monde, c'est toujours 40-42% pour les assemblées populaires, contrairement aux présidentielles qui, parfois, sont plus importantes d'un point de vue participation. Mais les élections, ça ne veut pas dire que les Algériens sont tous d'accord sur les politiques publiques, et ça ne veut pas dire pour autant que les institutions sont valables ou légitime à partir d'un taux de participation, parce que dans les textes, il n'y a pas une loi qui nous permet de dire que 37% c'est pas légitime ou 35% c'est pas légitime. Donc, ça c'est des institutions qui sont en marche. Deuxième élément sur lequel je veux revenir, c'est que cette législation ou cette assemblée qui est élue, elle doit continuer à parachever l'architecture institutionnelle qui n'est pas encore parachevée telle que dictée par la nouvelle constitution. Je veux parler par exemple des conseils que l'Assemblée nous propose. Je veux parler aussi de certaines structures qui sont à mettre en œuvre. Et je veux parler aussi de textes de règlement intérieur de l'Assemblée populaire qu'on a commencé à discuter et qu'on a à la fin mis de côté. Donc il y a des chantiers qui sont importants. Donc la nouvelle constitution n'est pas encore parachevée comme une architecture institutionnelle et cette Assemblée-là va faire cela. Donc il reste que le pays, quand il fait des élections, c'est que c'est l'expression parfois de refus, parfois d'opposition, parfois de critique, et ça se traduit justement. Ça se manifeste. Vous voulez faire ça avec des députés qui connaissent On va laisser le secrétaire parler. On va vous redonner la parole. Donc le vote, c'est une expression populaire, c'est vrai, mais elle est liée aussi à des conjonctures, elle est liée aussi à des enjeux de société. Et le plus important, à la fin, c'est que les élections, ils nous révèlent la vraie dynamique politique. Et les partis qui ont pu émerger ont montré ceci. Vous avez un parti, par exemple, comme Jabhat al-Mustaqbal, qui arrive à avoir, je pense, 14 sièges. Ça, c'est un élément, c'est une expression nouvelle dans les émergences. Je veux parler aussi, par exemple, de l'avancée extraordinaire du RND, qui est aussi une expression dans l'imitation du champ politique. Le recul du FLN, ce n'est pas rien quand on perd 60 sièges. Ce n'est pas du tout rien. C'est significatif. Donc, toutes les élections dans le monde expriment parfois des désarrois des uns, l'avancée des autres, mais le but c'est quoi? C'est de stabiliser, reconstruire, revoir, mais pas nier la légitimité institutionnelle. Pourquoi voulez-vous que l'on parle de ce qui se passe à l'étranger quand il s'agit de... Non, mais il n'y a pas ce problème. Le peuple algérien était mobilisé sur sa question nationale. Il était mobilisé. Je prends dans les années 60. La question aujourd'hui est que le peuple algérien ne veut plus de cette classe politique, y compris des partis. La preuve, c'est que l'éparpillement est un danger. Non, c'est pas un point de vue. Non, c'est pas mon point de vue. Non, mais aussi, vous avez un point de vue. Moi aussi, j'ai un point de vue. Je dis, l'éparpillement est un danger sur le plan politique, l'éparpillement. Dites-moi comment on va exprimer avec un député par parti, on va exprimer un consensus. Ça serait très, très difficile. Ce d'autant plus qu'on est avec la question du pouvoir rattaché à tout cela. Allez-y, M. Diakoun. Tant que les uns et les autres n'ont pas pris conscience que des institutions fortes, il y va de la stabilité et de la sécurité du pays, et c'est pas en restant dans l'expectative, si on ne s'implique pas, on ne pourra pas changer les choses. Moi, je pense... Ça concerne aussi les citoyens qui votent. Voilà, je pense qu'il n'y a pas uniquement la responsabilité des partis politiques, il y a aussi la responsabilité des citoyens. Il est vrai que probablement le contexte socio-économique a joué, ça a eu son impact dans le déroulement du scrutin, parce que les gens sont plus préoccupés par leurs problèmes quotidiens qu'une élection politique. Autre chose,
il faut reconnaître aussi qu'on n'a pas de véritable tradition politique. Les partis politiques n'activent pas le reste de l'année, ils sont absents, et c'est pas en se manifestant à l'occasion d'échéances qu'on arrive à mobiliser. Pour mobiliser quelqu'un, c'est très difficile. Ceux qui étaient des militants, c'est pas facile par exemple, de recruter quelqu'un. C'est pratiquement un marquage individuel. À chaque fois, je le dis. Mais la question qui se pose aujourd'hui, pour terminer un peu mon raisonnement, il y a aussi l'université, c'est le plus le foisonnement des idées. Au contraire, aujourd'hui, l'université, elle vit en marge de la société. Pour preuve, les universitaires, les étudiants ne votent pas. Ce n'est plus le cas d'avant, où l'université impose, c'est-à-dire le débat politique. Elle le déclenche, elle l'engage. pour vous, l'absence d'espace de débat. Non, bien sûr, c'est important, c'est important. Non, c'est important. Autre chose, vous avez les syndicats. Les syndicats travaillent plus sur le registre des revendications que sur le registre politique. Parce que je suis désolé, des élections législatives, c'est important même pour les syndicats, parce que c'est là où on légifère. On légifère pour des questions sociales, pour les questions pour le monde du travail, pour l'économie, pour tout. C'est-à-dire, il n'y a rien. Donc, je pense que c'est un climat global dans la société qui fait que l'Algérien aujourd'hui ne s'intéresse pas aux faits politiques. Ils ne se reconnaissent ni dans l'opposition ni dans les partis du pouvoir. Et c'est un phénomène, monsieur. Parce qu'en fait, je ne partage pas du tout ce point de vue. Je vais donner un exemple. D'un sociologue. Je vais vous donner un exemple. C'est votre opinion. Je vais vous donner l'exemple. Alger, excusez-moi. Différence entre Alger, la conscience nationale et il ne s'agit plus d'une prise de conscience. Mais arrêtons ce discours. Il ne s'agit plus de cela. Il s'agit Alger qui contient au cadre du pays, qui contient les grands intellectuels, les grands artistes, etc., par rapport au reste du pays. Quelle a été la participation? Elle ne dépasse pas, en tous les cas, selon les chiffres, 14 ou 17%, peu importe. La question, c'est qu'il y a une abstention très forte dans la capitale. Et ça a une signification qui n'a rien... Excusez-moi, attendez, laissez-moi qui n'a rien à voir avec la question des étudiants. Mais on essaie de comprendre. Alors, comment vous expliquez une forte mobilisation dans la région de l'intérieur du pays? Oui, mais alors justement, toute la différence. Qu'est-ce qui fait cette différence? Parce que l'élu est un notable ou un monsieur du coin. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du pays, il n'y a pas de problème. C'est que les partis ne font pas de la politique, ils font du tribalisme. Ils vont chercher X parce qu'il est de Tlemcen, ou là de Marnia, ou là de, je ne sais pas, de Khanchla, qui est de telle et telle autre tribu. On vote pour la tribu. On vote, non mais excusez-moi, on vote pour la tribu. Pour quelle raison? Parce que, non, mais attendez, je vais vous donner l'explication. Parce que les partis sont incapables d'articuler un discours politique cohérent. Elles sont incapables de mettre en avant un programme, y compris le FLN. Et que tout le monde... Non mais vous me demandez l'explication. Je vous donne l'explication. Et ça, c'est le gros problème. La deuxième chose, c'est qu'en fait, il y a un héritage de cette fameuse idée, qui est une idée marxiste-léniniste, certes, mais qui a prévalu depuis 1962 de la question de l'avant-garde. Et qu'en fait, à l'intérieur de la classe politique, on pense que c'est cette élite-là qui doit diriger le pays, il n'y a pas d'autres idées ailleurs, même s'il y a la diversité. Et que de ce fait, on n'arrive pas à former une pensée politique intéressante qui puisse mobiliser toutes ces masses et leur faire former une opinion. Et quel est le rôle des universitaires et de l'élite? On parle aujourd'hui d'une rupture entre l'élite et les jeunes. Quel est le rôle de l'élite aujourd'hui pour convaincre et
et informer cette jeunesse de l'importance de l'acte électoral. Parce qu'aujourd'hui, on vit comme une situation de rupture entre les deux. Certainement, il y a une sociologie algérienne dans le domaine électoral qui se forme. Il y a une sociologie qui se forme, qui est en train de bouillonner. Et qui est assez difficile quand même. Et qui est difficile parce qu'elle a montré d'abord les limites du discours partisan. Je ne dis pas de discours politique. Du discours partisan, et aussi qui a montré les limites des élites partisanes. Les leaders de partis politiques, on les voit clairement, parfois ils pataugent, ils n'arrivent pas à renouveler. Et troisième élément, de mon point de vue, c'est qu'on est plutôt tombé, et c'est ça le recul, ce plan de la conscience politique, c'est qu'on est tombé plus dans le clientélisme partisan. Je ne dirais même pas le clientélisme tribal. Le clientélisme, donc c'est plus, il faut le dire. Sur l'espace public, il y a beaucoup de rumeurs, d'états de despotisme, de facettes. Donc, tout ça a un peu torpillé l'élan du changement qu'on a ressenti il y a 5-6 ans en Algérie. Il y a un recul. Ça, il faut l'analyser. Il faut le comprendre. Certainement, les partis politiques chez nous n'ont pas les élites que vous évoquez, qui conceptualisent la pratique partisane. Ça n'existe plus chez nous. Il n'y a que ceux qui émarge dans le registre du positionnement politique. C'est tout ce qu'il y a. Le pays est le pays actuellement. Et vous évoquez la question de la jeunesse et des étudiants. C'est que c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Les étudiants comme élite ou comme catégorie sont très en avance parce qu'ils sont ouverts sur les modèles du monde. Ils sont ouverts sur les nouveaux discours dans le domaine du développement, de la démocratie, de la liberté. Ils sont plus en avance que les dirigeants des partis politiques. C'est pour ça qu'ils ne s'impliquent pas dans l'acte politique lui-même, notamment au sein de ces partis. Très juste. Parce que la question, elle est là, et vous l'évoquez. Pour qu'un étudiant s'implique, et peut-être c'était notre cas dans les années 70, c'était notre cas, on avait beaucoup de réticence, beaucoup de résistance, et parce qu'on ne voyait pas très clair notre inspiration, et aussi nos utopies. Un étudiant, comment il fonctionne? Un étudiant, il fonctionne. La jeunesse est engagée dans la révolution agraire, comme des volontaires. Ça, c'est toute une autre histoire. C'est ça la conscience, c'est ça la conscience. Les étudiants, je vous dis une chose, à partir de mon expérience, et non pas à partir du livre, parce que évoquer les théories des intellectuels, c'est un grand problème. Je pense que la jeunesse, qu'elle soit étudiante ou qu'elle soit ouvrière, elle a la pureté du cœur. Et chez nous, vous avez évoqué la rupture générationnelle, c'est-à-dire le passage du sens et du signe entre la classe dirigeante, celle qui représente la force de la décision nationale, et ceux qui arrivent sur le marché du travail, qui arrivent sur le marché de la politique aussi, qui arrivent sur le marché du signe et du sang. Il n'y a pas une cohérence. Et je vois dans des expériences dans le monde, je ne vais pas l'évoquer, il y a une tendance à rajeunir le monde social pour qu'il y ait un rajeunissement du monde politique. Chez nous, la question n'a jamais été... Est-ce que le jeunisme est une solution aussi, hein? Non, et le processus, je ne dirais pas le jeunisme, mais je dis c'est le processus qui va former et donner place à cette jeunesse, c'est pas forcément dirigé. Voilà. Monsieur Mekki, on va donner la parole. Moi, je pense que c'est très complexe. C'est très, très complexe, notamment pour le cas de l'Algérie. Déjà, on n'a pas une société qui est structurée socialement, je le dis à chaque fois. Le fait de dire que ce bonhomme est démocrate, l'autre est islamiste, il est retombé de la décennie noire aussi. Voilà. Non, parce qu'on a donné une mauvaise idée de la démocratie, parce que pour l'Algérien, la démocratie, c'est synonyme de sang et de feu. C'est-à-dire la première expérience démocratique a été avortée en quelque sorte parce qu'il y avait un parti politique qui est venu carrément pour faire table rase de tout ce qui existait. Au lieu de construire, c'est-à-dire de construire ce qui déjà existe. Pas en étudiant ce qu'il y avait avant. Autre chose, quand on voit des partis politiques, déjà leur organisation interne, et un manque de démocratie flagrant à l'intérieur de la plupart des partis politiques. On voit des secrétaires généraux qui pas de programme clair. Gros problème du zahimi. Voilà, pas de programme clair. Autre chose, pas d'idéologue. Parce qu'un parti politique n'a pas d'idéologue. Parce que l'idéologue, il a une fonction. Autre chose, si le citoyen ne se retrouve pas
de ces programmes, il ne va pas y adhérer. Je suis désolé, il ne va pas y adhérer. Donc il y a un travail de fond à faire à tous les niveaux. À tous les niveaux, c'est pas aussi facile. C'est très complexe. D'ailleurs, les choix chez nous, ils se font sur une base familiale, c'est une base tribale, c'est une base d'Al-Houma. Parce qu'à l'âge, c'est la sociologie politique. Voilà. Elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas et je suis... Mais elle est devenue. Excusez-moi, et je suis assez bien placé pour le savoir parce que j'ai fait partie de l'opposition. Et pendant des années, d'accord? Moi aussi, j'ai fait partie de l'opposition. Non, mais pas clandestin. J'ai fait le clandestin et alors, je vais vous dire une chose. Le vrai problème n'est pas dans le fait qu'il faut chercher à comprendre la sociologie du pays. Non, il n'est pas là. Il y a le fait, le politique. Excusez-moi. C'est pas une question de constat. Je suis en train d'analyser monsieur. Essayez de suivre. Mais non, au contraire, parce qu'en fait, les faits sont là pour illustrer ce que doit être l'analyse. Il y a un fait, c'est une faillite du politique, et je vais donner un exemple. Les bulletins nuls, en 500 000 bulletins nuls, d'accord? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 4 fois plus, même plus que 4 fois, d'accord? 4 fois plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, n'essayons pas de parler, parce qu'il y a des gens, ils vont parler de l'Algérie de 1962, 98, analphabétisme, etc. Nous sommes devant une génération qui a été à l'école à 95-98%. D'accord? Ça veut rien dire. Scolarisé. Excusez-moi. Laissez-moi finir. En fait, c'est des gens qui sont capables de comprendre le discours rationnel du politique. D'accord? Capable de... Le problème, c'est que le discours politique, lui, n'est pas rationnel. Et c'est ça le gros problème de notre pays. C'est-à-dire... de visibilité. Excusez-moi. Non, pas simplement. C'est une question de vision de la politique. C'est-à-dire, non, pas de la visibilité. C'est pas de voir... Moi, j'ai pas envie de voir un ministre. J'ai envie de l'entendre me dire, voilà où on veut aller. Ou le Premier ministre ou le Président. On n'a plus de projet de société. On n'a plus de... Vous ne mobilisez jamais les gens si vous n'avez pas un projet. Dans votre propre famille, vous ne pouvez pas mobiliser vos enfants si vous n'avez pas un projet pour eux. Et c'est ça le gros problème. C'est-à-dire qu'on est en train de faire des choses depuis des années sans vision du futur ça c'est et la sans responsabilité. Ça, c'est si vous voulez associer, si vous voulez associer, ça c'est la responsabilité. Il faut lui donner une vision. Elle est nulle, on est parti. Et aujourd'hui, le gouvernement ne donne pas de perspective. Oui, mais la responsabilité au sein de la classe politique, tout parti confondu, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont dans l'opposition. La solution, c'est quoi? Écoutez, la solution, il y a une solution. C'est en fait, et on avait commencé à discuter cette solution. Je vais vous dire, j'ai participé à l'évaluation en 2011. Le CNES avait organisé des débats au niveau national. Les gens étaient plus ou moins concernés. On a eu une expérience. Pourquoi le peuple a-t-il pris c'est le même peuple en fait, et c'est les enfants de ce peuple-là. La charte nationale en 1976, qui a tenu le projet de la charte nationale? Tout le peuple dans son ensemble. Et qui a introduit les modifications essentielles comme la religion de l'État, c'est l'islam, sur la question démocratique, etc. C'est le peuple qui l'a fait. C'est pas excusez-moi, je cherche pas. Non, je cherche pas l'explication. Je cherche en fait, voilà, on a donné un projet à la société, mais le peuple et un contrat social à la société que le peuple s'est mobilisé. L'action politique se fait aussi par ces partis politiques. On ne peut pas. Nous n'avons pas de politique. Nous n'avons pas de politique. Il y a, pour moi, écoutez, il y a une stérilité depuis des années en politique. Preuve en est, regardez. Non, c'est pas mon opinion. Je vais vous donner un indice. Est-ce que vous pouvez imaginer que M. Hussein n'aurait pas été élu s'il avait été candidat? Eh bien, bon, voilà, vous avez le FFS qui a reculé parce que Hussein n'est plus là. Vous avez le LCD qui recule parce que Saadi, qui est charismatique et qui pouvait, n'est plus là. Et c'est ça le gros problème.
Il faut que vous voyez, que nous voyons ce problème ensemble cette faillite ne du nous fait politique. pas retomber. Vous parlez de projet de société. Encore faut-il qu'il y ait un consensus autour de Non, ça. non, pas besoin de consensus, on se bat politiquement. Oui, non, je peux avoir un projet islamiste, l'autre peut avoir un projet marxiste, l'autre un projet, et échanger et se battre. Ouais. C'est ce débat qui mobilise le peuple. Ça n'est rien d'autre. Vous pouvez lui donner de l'argent, il n'y viendra pas. Vous pouvez lui donner une très grande puissance économique, il ne viendra pas. Ça, c'est pour rapidement pour passer à notre point. Parce que le projet de société, c'est aussi un contrat social. Vous le voulez ou non. Non, C'est pas, non, excusez-moi. s'il n'y a pas une entente, Le projet de société, s'il n'y a pas une le entente, contrat social, s'il n'y a pas c'est un autre accord, chose. s'il n'y a pas un minimum d'accord autour de ça, ou un minimum de consensus. Alors, on a parlé des partis politiques et leur incapacité, pour certains, de mobiliser un électorat important. Mais un phénomène intéressant lors de ces législatives, c'est quand même le résultat des indépendants, 28 sièges. Comment expliquer ce phénomène? C'est même carrément la quatrième force politique du pays. Oui, c'est certainement, c'est un phénomène. Mais est-ce que c'est une réponse au désintérêt C'est, je dirais, vis-à-vis des partis politiques? c'est des tactiques de positionnement par rapport au choix des partis qui ont élaboré les listes électorales. Parce qu'il faudrait étudier ce 28 sièges d'une manière et les identifier pour comprendre pourquoi ils sont indépendants. Il est indépendant. Est-ce qu'ils sont réellement autonomes et indépendants? Donc ça, on n'a pas de données sur le profil. Donc, maintenant, ce qui reste, de mon point de vue, que l'accès à l'investiture électorale devient un enjeu de positionnement au sein des partis politiques. Ils n'ont pas un projet politique de parti politique. C'est-à-dire que les gens sont dans les partis pour être élus, ils n'ont pas souvent pour être dans le parti. Et c'est un peu les anachronismes qui se trouvent. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter des élections, on n'est pas en train de discuter toute l'Algérie avec ces... On discute un phénomène qui s'appelle les résultats, les données de l'expert, qui expriment certainement un état de société, certainement. Donc, de mon point de vue, les tactiques qu'on a vues, l'avancée de certains, qui ont changé de discours. Moi, j'ai remarqué, par exemple, au niveau de ce qu'ils considèrent la mouvance islamique, j'ai trouvé que des discours programmatiques, loin des discours identitaires. Dans un parti nationaliste comme le FLN. On a eu recours à toutes les, je dis entre guillemets, à toutes les méthodologies possibles, jusqu'à invoquer Aqba ibn Nafi' pour les élections, il n'a pas donné de baraka. Donc on a quand même vu un affrontement électoral qui a un sens. Et même le taux de participation, il a un sens, je considère, et le sociologue appelle ça la résistance passive. Donc les Algériens, ils ont lancé beaucoup de messages au pouvoir public. Et ils ont produit quand même un sens à leur vote, soit avec le taux de participation, soit avec le papillement des voix. Et de ce fait, je pense qu'au-delà de l'abstention, pardon, avec l'abstention, ils n'ont pas donné de signe. Même l'abstention, c'est un discours, bien sûr, c'est un message pour les pouvoirs publics. Et le bulletin nul aussi. Mais je n'ai pas dit le contraire, moi. Je dis que les bulletins nuls, il faut lire le sens de l'acte électoral. Il exprime, de mon point de vue, d'abord un état critique des politiques publiques. Mais il faut être prudent. Un sociologue ne doit pas prendre les choses telles qu'elles lui apparaissent. Un sociologue doit lire la profondeur des choses. Quel est l'état culturel de l'élection, de l'électorat algérien? Comment elle fait ses choix? Comment elle s'allie? Est-ce qu'elle a une adhésion, un vote d'adhésion? Est-ce qu'elle a un vote de cœur? Est-ce qu'elle a un vote d'intérêt? Justement, en absence de données, absolument, en absence d'études, en absence d'instituts de sondage, comment on peut obliger un parti politique à faire un choix de programme de manière à rassembler le maximum d'électeurs autour de lui? Oui, c'est intéressant. Les partis politiques ont proposé des argumentaires aux Algériens. Je n'ai pas entendu, sincèrement. Ils se réclament tous du programme du président. Non, c'est ce que vous dites. Moi, j'ai participé à deux meetings. J'ai participé à deux meetings, à Tiaret et à Média.
où il y a eu de grands débats avec la population. Ils ont posé des questions que peut-être les partis n'ont pas tellement proposé dans leurs argumentaires. Mais il y avait débat, il y avait rencontre entre les partis politiques. Et ça n'a peut-être pas donné les résultats escomptés. C'est possible. Que l'argumentaire n'était pas convaincant, c'est possible. Que les candidats, je pense, et ça c'est peut-être important, que les candidats ne passaient pas au niveau de l'opinion publique. C'est pour ça qu'ils ont sanctionné les partis qui ont proposé des candidats. Donc, je pense qu'il y a une osmose. Il y a une osmose de sociologie électorale qu'il faudrait analyser loin d'improvisation intellectuelle. En parlant de sociologie, justement, ne pensez-vous pas, M. Djakoul, vous qui êtes un homme de médias, que les médias, justement, et les réseaux sociaux qui sont des médias, donc nouveaux, les TIC, ont contribué à ce climat j'allais dire, de désespoir, Non, c'est-à-dire notre travail consiste plus à rapporter les faits que de faire des commentaires ou de porter un jugement. Il est vrai qu'aussi les partis politiques trouvent dans les médias une tribune et autre chose. De relier tout ce qui est sensationnel pour l'ensemble. Et en même temps, il ne faut pas oublier aussi les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, maintenant, ils occupent la place plus que les journaux. Je suis désolé, parce que le gros des débats aujourd'hui, c'est pas dans les journaux, c'est dans les réseaux sociaux. C'est pas parce que si on prend par exemple le tirage des journaux, il a baissé sensiblement par rapport aux précédentes années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde s'adapte à la nouvelle situation, s'adapte aussi au nouveau moyen de communication. Il est vrai que certains partis ont essayé de créer des sites par exemple des Facebook pour communiquer avec la population. C'est bien, ça, c'est intéressant, mais il ne faut pas que ce soit occasionnel. Il ne faut pas que ce soit à l'occasion d'élections, par exemple, législatives. Il faut que ce soit un travail de toute l'année. Et le problème, et je suis d'accord avec lui quand il dit, c'est-à-dire ce que proposent aujourd'hui les partis politiques n'attire pas les citoyens. Je suis d'accord avec lui. Mais un parti politique qui n'a pas une vie organique, qui n'a pas de vie organique, quand je dis vie organique, où il se prononce sur tout ce qui se passe dans le pays, c'est-à-dire durant toute l'année, pas uniquement à l'occasion de telle ou telle chose. Aujourd'hui, l'Algérie, par exemple, à travers une crise socio-économique, est-ce qu'il y a un parti politique qui a essayé, par exemple, de prendre, par exemple, une déclaration, un avis? Mais est-ce que l'approche, est-ce qu'il y a une approche importante? Et comment elles ont été traitées? En fait, moi je reviens toujours à la classe politique, d'accord? On ne doit pas faire le procès des médias, ou on ne doit pas du tout évoquer le média. Je vais vous dire pourquoi. Attendez, pourquoi? En fait, d'abord, le média est soumis à l'information que lui donne le politique. Sans cela, il n'y a pas de média qui va transmettre pour former l'opinion du genre. Deuxièmement, arrêtons de minimiser l'importance du peuple. On n'a pas besoin d'être docteur ou en chimie, ou je sais pas, physique nucléaire ou autre, ou en sociologie ou en politique pour être citoyen et comprendre la politique. Le citoyen lambda, le paysan, l'ouvrier doit comprendre le discours politique sans qu'il ait de formation. Il faut qu'on l'admette ça. Arrêtons avec toutes ces histoires-là de sociologie à l'ombriquet. La deuxième chose, à propos de... Je vais vous dire, moi, avant de venir dans cette émission, j'ai cherché simplement le nombre de votants par parti et leur pourcentage. Ça n'a pas été publié. Volontairement, ça n'a pas été publié. Non. Le nombre, non. Vous savez, moi, j'ai pas trouvé. Par wilaya, par... Non, vous avez parlé des inscrits et des votants. Non, pas par les résultats, par parti, pas du tout. Je vous dis pas par alors, c'est que même, allez-y dans le site du ministère de l'Intérieur, vous trouverez pas. Mais moi, je ne peux pas parler de la presse. Je cherche à la source.
Là, sauf- Allez-y. Écoutez, moi j'ai envie qu'on fasse des analyses pointues. Prenons le cas d'un parti qui a fait une bonne campagne, avec un discours. Parce que vous estimez que je ne fais pas une analyse pointue. Mais je vous fais une analyse de l'information. Non, il vous a pas dit ça, monsieur Mathis. Non, excuse-moi. Les données sont publiées. Si vous faites des sur le site du si vous ministère n'avez pas de publié, ça, l'Intérieur, c'est c'est pas le Alors, cas. Continuez. Pas sur le site de l'Intérieur. لا سامحني الله يحفظك سامحني. On prend des cas. Il y a des partis qui ont fait une campagne électorale rationnelle, organisée, avec un discours convaincant, ils ont eu des résultats. Et je peux vous donner si vous voulez que je vous donne des exemples, je vous donne des exemples. Ceux qui ont ressenti leur discours, Vous parlez du RND. je parle de RND. Ceux qui ont ressenti leur discours sur le plan de ce que j'appelle la campagne de proximité, ils ont eu des résultats. Des partis qui n'étaient pas connus, qui n'étaient pas présents, et qui ont développé le réseau social de proximité, ils ont eu des résultats. Ça veut dire que dans le fond, le processus électoral n'était pas aussi mauvais que ça, parce qu'il y avait des oppositions et des résistances, et qu'on voit dans le bulletin nul ou dans l'absentéisme, et aussi il y a une reconfiguration au moins statistique des sièges, qui est importante pour le pays, et de ce point de vue, de mon point de vue, que quand l'Algérie Qui est même assez équilibré. et que le pays a fait des élections acceptables, très acceptables dans l'Algérie profonde. Pourquoi les hauts plateaux, on a voté très bien. Le Sud, on a bien voté. Maintenant, c'est une tradition. C'est-à-dire qu'on est dans l'histoire électorale de l'Algérie été à Thiers, avec vous savez ce qui s'est passé à Thiers. avec des mutations politiques et institutionnelles qui sont connues et reconnues par tout le monde. Monsieur Nézim, Dernière intervention avant de passer à autre chose, monsieur. Je vais dire une chose. En fait, la question, elle reste fondamentale. Ces élus, aujourd'hui, ne sont élus même pas par le tiers des inscrits. Ils sont élus par à peu près 18,8%. D'accord? C'est-à-dire que si vous enlevez les bulletins nuls, d'accord? Et donc, pour moi, ils n'ont aucune légitimité réelle. C'est-à-dire, Est-ce que c'est le nombre non, c'est pas la question du nombre, c'est la question de la majorité des participants au vote qui est importante. Excusez-moi, un président qui est élu avec 20% des inscrits, il n'a pas de légitimité, il ne peut pas imposer sa politique, si on était dans une démocratie bien fondée. Un député qui est élu avec... J'ai fait une moyenne, vous savez combien ils ont été, combien de voix en moyenne? C'est 68 000 voix par parti, si on prend les 63 partis. Parce qu'en fait, il y a des partis qui ont été éliminés. Il y a un problème, il faut le reconnaître. Cela dit, on ne peut pas aussi sanctionner les partis qui ont un électorat stable parce que d'autres n'ont pas voté pour ces partis. Vous parlez du FLN. Mais je parle des partis qui ont un électorat stable. Excusez-moi, vous parlez du FLN. Ben écoutez, le FLN, il a perdu des voix. En principe, des sièges aussi. Des sièges. Mais ce qui est important, c'est des voix. Il a perdu des voix sensiblement, d'accord? Sensiblement. Et donc, parce que pour être 60 députés, ou à peu près 57 députés, c'est qu'il y a eu beaucoup de voix. Non, il est dans la fourchette. Pardon. Mais attendez. Laissez-moi finir. En fait, ce qui se passe, c'est que en fait, les dirigeants qui sont actuels, c'est eux qui doivent être sanctionnés. Parce que en fait, un parti qui perd d'un coup 57 sièges et tant de voix, c'est une affaire de parti. Et c'est ça où je reviens à la politique. C'est-à-dire que si aujourd'hui, excusez-moi, non mais attendez, on est en train d'analyser. Si on doit rétablir le politique, on devrait avoir ce type de débat et limoger les directions. Moi, je dirais, le Premier ministre s'est engagé sur ces élections, fortement. Il s'est engagé. Là, excusez-moi, regardez devant nous, résultat en Italie. L'impact de ces résultats sur... vous voulez dire? Alors, l'impact de ces résultats, il est retombé sur ce qui va venir après, à savoir, et notamment, la formation d'un gouvernement. Peut-on aller vers la formation d'un gouvernement d'union nationale?
Une question qui a été évoquée. Et certainement, quand on fait des élections, forcément, le chef du gouvernement, le chef du Premier ministre doit démissionner parce que la nouvelle Assemblée a besoin d'un nouveau programme, d'une nouvelle tête au niveau de l'exécutif. Ça, c'est la procédure normale. Je parle aussi dans le cadre de cette reconfiguration. Là, c'est des points de vue. Tout dépend de maintenant la majorité absolue. Hein? Les alliances qui vont avoir lieu. C'est quoi les alliances? Les alliances, c'est l'expression d'une stratégie politique qui peut être faite entre un gouvernement d'union nationale, entre la majorité et l'opposition. Et ce que je souhaite à titre personnel, parce que le pays a besoin d'union, parce que les élections, elles doivent souder le pays, parce que la politique, elle doit relever le lien politique dans le pays au profit de l'État-nation, de l'État national, ça c'est important. Donc de mon point de vue, ce qui est utile, et en prenant en compte justement les résistances au niveau de la société, tels que ceux qui n'ont pas voté ou tels que donc je pense qu'il faut donner. Et c'est ça le rôle du politique. C'est quand il est des élections, les résultats des élections, et qu'il voit le champ politique, comment il évolue, comment aussi est-ce qu'il est soudé, est-ce qu'il n'est pas soudé. Et le dirigeant politique, c'est celui qui propose des alternatives qui préservent l'essentiel lié à la sécurité du pays. Et de ce point de vue, moi je suis, à titre personnel, pour un exécutif qui doit d'abord relancer la machine politique du pays, mais aussi creuser, peut-être on en dira après, la question majeure d'une alternative économique du pays. Parce que, laisse-moi vous dire une chose, c'est que l'enjeu de la composition humaine du Parlement, l'enjeu, est-ce que ce Parlement va préserver, renforcer ce que j'appelle une économie sociale de marché, c'est la première alternative, ou tomberons-nous dans une économie libérale qui va faire aussi des dégâts. Donc l'enjeu, il est là. Tout le reste, c'est des formes. Mais l'essentiel, est-ce que cette Assemblée va renforcer les institutions, et j'ai évoqué la question, est-ce qu'elle va se mettre d'accord sur un paradigme alternatif d'économie, et je veux défendre de mon point de vue, et de ceux qui défendent une économie sociale, de marché, pour préserver les grands équilibres de notre société et de notre État national. Alors, rapidement, le gouvernement d'union nationale, est-ce qu'il y a possibilité d'aller vers ce scénario? Écoutez, d'abord, pourquoi on fait un gouvernement d'unité nationale? Sur quelle Pas d'unité. Peu importe. Mais de toutes les façons, c'est sur un programme. Est-ce qu'il va faire un programme qui serait autre que celui du président de la République? Nous avons la prééminence du président de la République. Sur le plan programmatique, oui, je parle du programme. Sur le plan programmatique, c'est la prééminence. Il a la prééminence. Beaucoup plus par rapport à la composition. Excusez-moi. Par rapport à la composition. Pour faire l'unité, il faut d'abord que ces gens qui veulent faire l'unité ou l'union doivent, s'ils doivent faire un gouvernement, avoir un programme de gouvernement. Mais sur la base des orientations du président de la République. Donc il faut, s'ils sont d'accord avec tous les programmes du président de la République. Je ne sais pas si... La deuxième chose de l'union, le deuxième point d'un gouvernement d'union nationale, c'est le fait que comment cette Assemblée peut-elle remettre en cause l'ordonnance qui vient d'être établie en ce qui concerne le nouveau régime de croissance? Comment va-t-elle faire? Comment va-t-on faire un gouvernement d'union nationale? Deux questions qui restent posées, M. Mki. Permettez-moi de vous interrompre. Le temps qui nous est imparti, c'est malheureusement fini. Merci donc, Dr Abdelhak Mki, enseignant et politologue, pour tous ces éclairages. Merci à vous également, M. Abdelhab Djakoun, directeur de publication de la Nouvelle République. Et merci à vous également, Dr Mohamed Taïbi, sociologue et ancien parlementaire. Merci à vous, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. En espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau débat de questions d'actu. Je vous dis au revoir et bonsoir.